Salut tout le monde! Alors la vidéo d'aujourd'hui je pense que ce sera la dernière pour conclure un peu sur le thème de tout ce qui est abus sexuel, viol et inceste et abus psychologiques, humiliation, un peu dans ce domaine-là on va dire. Donc hier j'ai fait une vidéo sur l'inceste en racontant un épisode de ma vie qui m'est revenu lors d'une méditation avec mon frère. Donc si vous êtes intéressé par ça, je ne vais pas redire la même chose puisque je l'ai dit hier dans la vidéo. Donc vous regardez la vidéo qui s'appelle il y a le mot inceste dedans et vous trouverez l'épisode on va dire de ma vie de ça, je le raconte. Et donc en fait par rapport à ça, je vais finir sur ça en fait, avec l'emprise familiale et le machiavélisme que parfois ça peut engendrer, des secrets de famille par exemple, ou des mensonges, ou enfin de l'hypocrisie, ou de l'humiliation dans certaines familles. Donc moi j'ai pas eu le pire des familles bien entendu. Déjà du côté de mon père j'ai pas de famille parce qu'elle est abandonnée, et du côté de ma mère il y a des oncles, il y a des tantes, jusqu'à ce qu'en fait j'aille pas bien, enfin jusqu'à ce que j'aille bien on va dire. Avant que j'aille bien, j'avais pas trop de problèmes avec eux en fait, parce que déjà je les voyais pas trop, j'ai pas eu une famille solidaire depuis toujours, comme quoi on voit les oncles, les tantes. Il y a eu des bugs un peu de ma mère avec ses frères et ses sœurs, enfin surtout ses frères, et elle les voyait plus, puis d'un seul coup ils sont réapparus dans notre vie comme ça. Et donc moi à ces moments-là je commence tout juste à aller mal en fait, enfin je suis encore bien. Et puis je vais tomber dans ma décadence, anorexie, drogue, alcool et tout ça. Donc en fait, ces oncles et tantes là, m'ont connue petite forcément, puis m'ont connue après en grandissant. J'ai pas posé trop de problèmes à la famille. Et puis forcément quand je suis tombée dans les drogues, tout ça, par exemple des fois j'ai appelé un de ces oncles que je n'avais jamais vu de toute ma vie et qui d'un seul coup est apparu dans ma vie parce que ma mère s'était réconciliée avec ce frère. Et je les ai appelés pour leur demander de l'argent parce que j'étais complètement dépendante et j'avais quitté mon travail parce que je faisais n'importe quoi avec les drogues, et j'avais besoin d'argent pour me droguer en fait. Et du coup je les avais appelés en pensant qu'ils avaient de l'argent et qu'ils pourraient me donner de l'argent, enfin bref. Donc ils m'ont connue un peu comme la bad girl, quoi, on va dire, parce que tous les autres cousins, les fils, tout ça, ils sont tous soit profs de musique, soit directeurs d'école, soit profs de conservatoire, enfin voilà, ils ont tous plus ou moins sociétairement l'image que les parents aimeraient avoir de leurs enfants. Et puis après, j'ai quand même deux cousins qui ont comme moi eu, donc eux je sais pas trop là maintenant, enfin j'ai contact encore avec un, et je sais que lui il est sous injection depuis l'âge de ses 35 ans, il avait pété un câble et il avait cassé son violon, donc c'était une tête aussi parce qu'il allait rentrer à l'Opéra de Paris et il est thésard en musique, il a écrit 2 ou 3 livres auxquels j'ai rien compris d'ailleurs. Et donc elle avait quand même une grande capacité intellectuelle, ce cousin-là, et comme moi, elle a fait une crise comme ça. Moi j'en ai fait plusieurs, lui il en a peut-être fait plusieurs, mais en tout cas il y en a eu une le fait qu'il casse son violon qui coûtait très cher, l'a amené en psychiatrie et a été diagnostiqué de schizoïde ou schizophrène, enfin je crois schizoïde. Et depuis ce temps-là, il est sous injection. Il a cru, ses parents ont cru, lui aussi, à ce que les médecins disaient, comme quoi c'était quelque chose d'irréversible et qu'il fallait qu'il prenne ces injections et tout ça. Donc depuis, voilà, pour moi c'était une catastrophe parce que il est passé à côté de sa vie. C'est-à-dire que ça faisait partie de voir toute l'évolution de ma famille comme ça. Et voir la mienne, où je suis tombée si bas et comment j'ai réussi à remonter,
et puis de me rendre compte qu'en fait les diagnostics qu'on nous met, que les étiquettes qu'on nous colle à la peau, bah, c'est bien souvent peut-être sur un moment, mais ça veut rien dire que c'est irréversible en fait. Parce que moi j'ai aussi eu des tendances schizophrènes et le diagnostic de bipolaire qu'on m'a étiqueté, si j'avais cru tout ça, du coup bon, je serais toujours la même et je n'aurais même pas cherché en fait à prouver que non en fait, parce que c'était là le challenge, c'était un peu ça, c'est quand on m'a dit vous allez devoir prendre du lithium toute votre vie, je me suis mis en challenge et je me suis dit bah, je vais vous prouver que non en fait, c'était parce que j'étais toujours un peu rebelle, c'était ça mon truc en fait. Et donc du coup j'ai une famille qui ne m'a pas vraiment bizarrement qui n'a pas suivi mon évolution en fait, qui n'a pas été très alors hypocritement, oui, ils ont l'air. Parce que forcément, je suis la fille de la sœur de leur mère, en fait. Donc, du coup, bon, ils ont suivi le mouvement de faire comme si, mais je sens bien, je suis hyper sensible et je sens bien que. Bah, c'est hypocrite, quoi. Je sens bien que. Pour la plupart d'entre eux, ils sont pas vraiment. J'ai pas de crédibilité à leurs yeux parce que je prenais des drogues, parce que ceci, c'est un peu. Elle fait n'importe quoi, on n'écoute pas ce qu'elle dit en fait. Et donc, ils prennent pas en considération mon évolution, et donc du coup, bah, j'ai aucune possibilité de conversation avec eux, parce que bah, on est dans un niveau de vibration totalement différent, c'est-à-dire que eux ils sont dans leur réalité, et moi je suis dans la mienne, donc je sais que ça c'est pour tout le monde pareil. On est tous dans des réalités différentes. Ça, c'est ce qui aborde le thème du 5e accord Toltec. Je le mettrai dans la description, il y a une vidéo qui est la suite de 4 accords Toltec, et donc c'est ça, elle dit en fait cette vidéo que on passe tous par des films comme ça et on est le personnage principal et on croit toujours que bah, l'autre il pense ça, puis en fait on se rend compte, on rentre dans la salle de cinéma et que le film qui est en train de se jouer c'est le film de notre mère ou le film de notre frère, et on se rend compte que la vision de la réalité de ce film là elle n'est pas du tout la même que lorsque c'était nous qui jouions le film en fait. Les personnages qui étaient dans le film, dans notre film, ont un rôle complètement différent des mêmes personnages qui sont dans le film de notre personnage en fait. Genre, mon film à moi, elle est différente du film de ma mère, malgré que tous les personnages sont les mêmes. Mais comme ma mère, elle, c'est le rôle principal, moi, je suis mon propre rôle principal, donc on a tous nos réalités. Et en fait, il est là, le truc, c'est qu'on fait beaucoup de suppositions, et du coup, les 4 accords Toltec, alors c'est ça, ça nous apprend vraiment le bonheur, dans le sens où si on applique vraiment ce que dit les 4 accords Toltec, bah, ça aide à aller mieux de tous ces trucs-là, de ces suppositions, de l'hypocrisie familiale, ou de la non-adéquation à devoir suivre un modèle familial comme moi, si j'avais dû être prof comme tout le monde. Bah, c'est ce qu'il a fait mon frère, au final il s'est suicidé. Donc ça ne veut pas dire que d'être prof ça rend heureux. Moi j'étais instite à ce moment-là, j'ai été victime de harcèlement moral, donc bon, si j'avais suivi en fait le schéma familial de vouloir paraître comme tout le monde de la famille, du coup j'aurais gardé un travail et je me serais mis une pression pour pouvoir continuer d'être comme tout le monde de la famille en fait, et ben, j'aurais continué dans la dépression, les burn-out, et j'aurais certainement aussi fini comme mon frère. Parce que du coup on n'est pas nous-mêmes en fait, donc j'ai eu quand même un gros travail sur moi au niveau de ça, de casser la chaîne familiale, de pas être comme tout le monde. Je suis vraiment la seule de la famille. Alors j'ai eu ma cousine qui à un moment elle avait pris ce chemin là dans l'extravagance, les habits très, elle est partie d'ailleurs vivre en Irlande et elle a vraiment une vie très enfin de souvenirs que j'avais d'elle quand elle était plus jeune. Et puis après, elle est devenue prof de piano et elle a rebifurqué vers une vie, enfin, tout au moins dans l'apparence, où voilà, sortie de son look, c'est fini, quoi. Les looks, tous les trucs, et moi, non, je veux m'affirmer dans ce que je suis, j'aime la créativité, je n'ai pas envie de travailler comme tout le monde pour paraître comme tout le monde de cette famille ou même de la société en général, parce que les artistes, nous sommes quand même bande à part. D'ailleurs, on a toujours dit les artistes, quoi. On ne dit pas les travailleurs. On dit les artistes, mais on ne dit pas les travailleurs. Donc, je ne sais pas si c'est valorisant pour les artistes de dire les artistes, mais souvent, moi, je sais que quand à l'époque, j'ai joué dans les restaurants, tout ça, dans les îles Caraïbes, là,
souvent l'image qu'on donnait des musiciens, surtout les musiciens, les artistes, non, mais les musiciens, on avait l'image de qu'on est payé un peu à rien faire et tout ça, quoi. Alors, les gens ne se rendent pas compte du nombre d'heures qu'on passe derrière nos partitions ou à prendre les musiques, à organiser les classeurs avec les paroles, enfin tout, quoi. Pour que ça sonne bien et que ça soit en rythme et parfait, enfin je veux dire, ça vient pas de l'opération de Saint-Esprit, c'est un travail comme un autre. Sauf que comme du coup c'est un travail qui divertit non seulement le public et en plus normalement celui qui joue la musique, bon bah forcément ça paraît tout de suite comme quoi on travaille pas en fait. Mais si, c'est notre, on a décidé comment dire, d'utiliser ce potentiel musical que nous avons développé. Ça serait dommage d'avoir ces qualités-là, ces potentiels et de ne pas le faire en fait. Donc voilà, donc moi par rapport à ma famille, j'ai dû quand même, on va dire, couper les ponts à un moment dans le sens où me détacher de ça, de cette apparence familiale et je me souviens que c'était pas facile pour moi dans ma tête de me dire, bon, par exemple mes premiers piercings ou mes premiers tatouages, tout ça, parce que bah, dans ma famille, il n'y a personne de tatoué, il n'y a personne de percé, enfin voilà, c'est une famille tout à fait normale dans le sens de l'apparence. Donc voilà, j'ai dû vraiment prendre mon indépendance au niveau de mon identité avec les conséquences que ça pouvait avoir. Notamment, je pense quand même, finalement, du coup, cette image de drogué, d'alcoolique, que je foire l'école et que je redouble et tout ça, ça allait très bien avec justement ce parcours que je prenais atypique au niveau de ma personnalité extravagante et puis quand j'ai commencé à redresser le chemin et retourner, donc ça a pris du temps bien sûr, hein, c'est pas comme ça a pris 15-20 ans pour rebifurquer sur le droit chemin grâce à la méditation, le yoga, l'arrêt des drogues, de l'alcool, enfin petit à petit j'ai tout éliminé c'était toxique et en fait je me suis rendu compte que pour certains oncles et les femmes de ces oncles là, notamment les frères de ma mère, je me suis rendu compte que ils n'étaient pas heureux de mon évolution en fait. Je sais pas comment le dire. C'est parce que peut-être eux, leurs fils, ils n'ont pas choisi cette évolution spirituelle et du coup ils ont tendance à répéter un peu le même patron de schéma de dépression, de ne pas se sentir vraiment en place dans sa société, dans sa vie en général. Donc du coup, pas vraiment heureux en fait, on va dire, avec des internements en psychiatrie, tout comme moi en 2015. Mais derrière ça, malgré que j'étais internée en 2015, c'est quand même en même temps, d'ailleurs c'est l'internement de 2015 qui m'a fait me dire, là c'est fini quoi, il n'y a pas moyen que je retourne dans cet asile, quoi. C'est un asile de fous, en fait. Hein. Il mélange tout le monde, en plus, donc il y a vraiment une énergie, c'est horrible. Et puis, il y a une concentration de médicaments, une dose élevée, on shoot tout le monde, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, maintenant que je dois décider ce que je dois faire de ma vie. Et en fait, bizarrement, j'ai bifurqué à reprendre ma vie en main, arrêter les drogues, l'alcool définitivement, commencer la natation, le yoga, la méditation. Et donc du coup, en fait, ça a été quand même relativement rapide, l'évolution physique déjà. Je me suis musclée, je suis devenue plus belle parce que aussi, je me tâtonnais mon style. J'ai finalement pris sur ce style de rasta comme ça, coloré, me raser la tête, enfin de vraiment aller à fond dans une identité atypique au niveau de l'apparence, me tatouer de plus en plus, dans une recherche peut-être aussi, c'était une évolution, hein, j'ai pas fait tout d'un coup comme ça, mais j'ai eu envie toujours de choses différentes en fait, et puis oui, j'ai pu sentir ça, que je provoquais un peu comme de la jalousie de certains, de mes cousins et de mes oncles, et c'était pas agréable de ressentir cette énergie-là, de sentir qu'en fait mon évolution et ma lumière, parce que du coup j'étais tellement dans l'obscurité, ils m'ont tellement connue dans l'obscurité, quoi, que quand je suis décidée de
prendre ce nouveau chemin de guérison, j'ai commencé à aller mieux, alors, comme je vous dis, de me muscler, le temps, tout, parce que j'ai changé l'alimentation, du coup on prend plus de drogue, on prend plus d'alcool, on prend plus de... Parce que quand on se drogue et quand on prend de l'alcool, on n'a pas envie de manger un brocoli cru le lendemain, ça c'est clair. Hein. On a envie de manger des frites, des saucisses huileuses, du gras, des chips, de la viande, du poulet grillé, des trucs comme ça. De l'huile, quoi, du gras, on a envie de gras, mais on n'a certainement pas envie de manger une banane et une pomme et un brocoli, quoi, ni même rien de sain en fait. Parce que forcément, on vient de se mettre tellement de toxines dans le corps que finalement, je pense que le corps aussi, il redemande sa dose de toxicité. Et comme on l'a plus par la drogue, on la prend avec la nourriture en fait. Parce que la nourriture aussi, tout ce qui est toxique comme ça, la toxic food comme on l'appelle, c'est du poison autant que de la cocaïne. Hein. D'ailleurs, ils ont fait des tests avec des rats de laboratoire, ils leur donnent de la cocaïne et du sucre et après les privent et leur ouvrent de nouveau leur cage avec la cocaïne et le sucre et les rats vont vers la cocaïne, ils vont pas vers le sucre. Les rats vont vers le sucre et pas vers la cocaïne. Donc le sucre c'est pire que la cocaïne. Donc en fait tout ce qui est sucre industriel, les gâteaux et tout ça, voilà. Donc c'est quand en fait on vient de se droguer et que on est en descente et que le lendemain on doit bien manger, on mange du toxique en fait parce que notre corps a besoin de ça. D'ailleurs le corps, je ferai des vidéos, là je vais rester sur le truc familial parce que sinon je vais bifurquer. Je ferai des vidéos plus prochainement sur l'alimentation et sur les substances du cerveau que libère à chaque émotion. Je ferai plusieurs vidéos. La glande pinéale a décalcifié qui est super importante. Voilà, donc du coup, je pense que en fait, en gros, le fait que je me sente pas comme ma famille, que je me sente différente de ma famille, et qu'en plus on me le fasse ressentir, ça a été même au point que il y a un jour j'ai pété un câble avec un de mes oncles et son fils, il est lui aussi pas bien, maniaco-dépressif, il avait été en internement comme moi plusieurs fois et tout. Et en fait, j'ai traité mon oncle de C-O-2-N-A-R-D parce qu'il m'a dit un truc avec la musique, je lui ai dit j'ai du talent avec la musique, et elle m'a dit mais ça y a que toi qui le sais, ça m'a pas plu, je me suis vexée, je lui ai dit t'es qu'un gros comme ça, et j'ai fait une petite crise quoi, parce que je me suis sentie touchée dans mon estime. Vu que je l'ai tellement eu rabaissé à cause de tous mes autosabotages de viol et tous les trucs, que du coup quand il y avait quelqu'un qui piquait mon bouton d'ego, je partais au quart de tour. Et là je suis pas partie comme à casser quelque chose, mais je l'ai insulté, juste ce mot-là, je lui disais vraiment qu'un gros comme ça. Et c'est pas cool quoi, c'est clair. Et je me suis excusée, je suis partie en pleurant et après j'ai appelé tout de suite quoi. Je suis revenue, on s'est même serré dans les bras et tout. Mais ça avait cassé quelque chose quoi. Ils me disaient tous mais tu dois prendre des médicaments, c'est ce qu'il faisait notre fils, donc mon cousin à faire ça. Maintenant il va beaucoup mieux avec ces trucs là qu'il prend et tout ta. Et en fait, ils voulaient vraiment tous me mettre des médicaments, comme quoi il fallait que je prenne des médicaments. Et j'ai trouvé la pression familiale de qu'il faut que je prenne des médicaments, que l'internement en 2015, c'était comme si ça m'avait été bien, alors que personne ne sait que l'internement de 2015, j'ai caché les cachets. J'ai pas pris les 24 cachets qu'ils me donnaient par jour. Je les mettais dans ma bouche et j'allais aux toilettes et je les crachais. Et je gardais juste, je m'auto-médicamentais moi-même parce que j'étais une ancienne pharmacodépendante, je me shootais au cachet aussi, alors ils me mettent 24 cachets d'un seul coup quand moi j'ai arrêté l'alcool, les drogues, et d'un seul coup me mettre ça, j'ai pété un câble, mais c'était pas une raison pour me mettre 24 cachets dans la tête quoi. Le pétage de câble il a été relatif, je vais le redire vite fait, mais par rapport à que je voulais absolument que ma mère me dise qu'elle avait été abusée sexuellement, parce que j'avais l'impression que je répétais ce karma familial, et du coup c'était pour ça que j'étais très énervée et je me suis fait interner à cause de ça. Mais je n'étais pas folle comme ça, qu'on me drogue sans mon consentement, parce que je venais d'arrêter tout avec toutes les tentations qu'il y avait à Ibiza. J'étais à ce moment-là à Ibiza, et que d'un seul coup
On m'interne, je me suis fait interner en France quand j'étais revenue en France. J'ai pété le câble en France et là, d'un seul coup, sans mon consentement, on m'oblige à prendre 24 cachets. Et ben, c'était horrible en fait. Donc, du coup, j'ai fait une comédie pendant 15 jours. Je suis restée 15 jours à l'hôpital. Ils m'ont fait sortir à la fin. Et en fait, pour que. Bah, en fait, quand je prenais pas les cachets, moi j'étais normale forcément. Et ils ont vu tout de suite que mon comportement n'était pas normal par rapport à la dose de cachet que je prenais. Donc ils m'ont dit, on va vous passer en goutte. Et là, quand ils m'ont dit ça, j'ai dit, bon, là je vais faire la comédie, je vais me mettre comme tout le monde. J'ai mis ma tête comme ça, parce que là-bas à l'hôpital, on est tous comme ça, la tête comme ça. Et on va comme ça. On est comme ça. Et on va comme ça. On est là comme ça. Alors, on a un filet de bain. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 15 jours. Je pense que vous avez un peu compris le délire. J'avais la bave qui coulait comme dans ma comédie pour faire comme tout le monde. Et aussi quand j'étais allée en 2003 à l'hôpital, qu'on m'avait bien mis là, par contre les cachets je les prenais, je me souviens que j'avais la bave, donc on me donnait des cachets pour saliver et d'autres cachets pour pas trop saliver, enfin c'était la folie. Donc j'avais un flux de bave toujours comme ça parce qu'on salivait trop, quoi. On n'arrivait pas à ça, avec les cachets qu'ils nous mettaient, ça régulait pas la salive et on était toujours avec ça, un flux de bave. Donc je m'en souvenais bien quand même de mon enterrement en 2003, donc j'ai très bien pu simuler, puis il suffisait juste que je regarde tout le monde autour de moi, qu'on est tous comme la tête comme ça. Et donc, du coup, j'ai simulé pendant 15 jours que j'étais défoncée avec leur cachet. Je m'automédicamentais et je me prenais seulement 2 tertions par jour, un le matin pour dire de me défoncer un petit peu pour passer la journée parce que c'était pas cool d'être à l'hôpital comme ça quand j'étais censée être Ibiza en fait avec mon camion. Alors là, je me retrouve en psychiatrie. Comme ça, sans mon consentement, sans ma volonté, je suis complètement normale, je prends pas leur cachet, donc je m'automédicamentais à 2 par jour de tertion pour avoir peut-être comme un effet de joint, quoi, quand même, et le soir pour dormir, parce que j'entendais des gars à côté trisomiques, pédophiles, chaises roulantes, des trucs de fou, j'avais vraiment tout le monde mélangé, donc ça criait des fois, comme ça, enfin, donc bon, c'était pas vraiment le meilleur moment pour avoir un sommeil adéquate, donc du coup forcément le cachet de tertion le soir elle était bienvenue et donc du coup voilà. Et alors le fait que ma famille soit comme ça et elle me dise oui c'est bien l'hôpital, et en fait moi je leur ai menti à tout le monde, au psychiatre, à tout le monde, comme quoi je ne prenais pas les cachets. Donc du coup comme tout le monde me disait mais t'as vu, ça t'a fait du bien, tu ressortais de là, t'es mieux et tout, et moi dans ma tête je me disais mais ils sont tous complètement déglingués quoi. J'ai rien pris de ce qu'on m'a dit et tout le monde croit que je suis redevenue normale parce que j'ai fait semblant d'avoir pris ce qu'on m'a donné, 24 cachets par jour. Alors là, j'ai vu qu'il y avait de la folie autour de moi, quoi. C'est-à-dire que moi, j'appelais ma mère quand j'étais à l'hôpital et je lui disais, donc avec la tête comme ça, parce qu'au cas où une infirmière rentrerait dans ma chambre, et je disais, maman, s'il te plaît, laisse-moi sortir d'ici, j'en peux plus. Et je lui disais, maman, regarde, quand je parle, j'arrive même plus, maman, s'il te plaît, laisse-moi sortir, appelle le médecin. Et je parlais comme ça, c'était horrible. Et ma mère qui me disait, mais si, c'est bien, ils savent ce qu'ils font, Et moi j'étais au téléphone, mais je me disais, mais c'est quoi ce délire? C'est moi la folle dans l'histoire. J'étais là, mais c'est horrible. Si j'étais une mère avec ma fille, elle m'appelle et qu'elle est dans cet état-là, en plus sachant que son passé avec les drogues, les médicaments et tout, mais je la fais sortir direct, quoi. Au pire, si je l'avais mis là-bas parce qu'elle a pété les câbles et que je savais pas trop quoi faire, mais une fois que elle m'appelle et qu'elle me dit je t'en supplie laisse-moi sortir, je la laisse sortir, quoi, parce qu'en fait j'étais sous enterrement par un tiers. Donc ça veut dire que mes parents, sans leur autorisation, et donc je dois avoir l'autorisation du psychiatre et des parents, et si j'ai pas les deux, je peux pas sortir. Donc en fait ma mère c'était elle qui contrôlait ma sortie, quoi. Et heureusement je me suis fait interner 15 jours avant mon anniversaire, et quand ça a été le jour de mon anniversaire, j'ai appelé, j'ai dit maman je te préviens, c'était genre 3-4 jours avant mon anniversaire, j'ai dit je te préviens maman, si tu me laisses pas sortir pour l'anniversaire là tu vas plus jamais me revoir, mais genre tu m'oublies, tu tires un trait sur moi, tu penseras plus à moi parce que je serai plus dans ta vie. Et je pense qu'elle a compris, quoi. Je pense qu'elle a compris que là, il fallait qu'elle me fasse sortir parce qu'elle risquait de plus jamais me revoir, quoi. Ça, c'était clair et net. Si elle l'avait pas fait, de toute façon, c'était clair. Moi, je recoupais le pont complètement, définitivement. Mes parents ne les voyaient plus.
Et elle m'a fait sortir le jour de mon anniversaire. Je lui avais promis que je serais là pour passer mon anniversaire. Et moi, dès que je suis sortie, j'ai pris mon camion et je suis partie à Ibiza. Je me suis arrêtée genre à une aire d'autoroute un peu plus loin et j'ai jeté tout le sac de médicaments que j'avais là parce que j'étais prescrite avec plein de médicaments pour le futur. Pendant les 3 mois d'après, j'avais une dose, mais c'était horrible quoi. Donc bref. Donc bien traumatisant aussi comme souvenir ça, tout ça pour dire que voilà, donc c'est un peu le genre de ma famille à penser que bah, on est malade, on doit prendre des médicaments. Mais tu es malade, faut que tu prennes des médicaments. Tu es malade. Donc bon, ok, je suis malade, et ben je vais arrêter de vous déranger à être malade comme je suis. Et en fait, il aurait fallu que je fasse comme mon cousin à me faire injecter ou être sous lithium pour être comme ça et dire oui à tout et puis avoir de rébellion et non je peux pas. Donc du coup elle est toxique pour moi ma famille parce qu'en fait je suis obligée d'être hyper hypocrite quand je vois tout le monde parce que moi de voir mon cousin sous injection et l'autre avec en fait tous les parents pour moi ils sont tous responsables de ne pas avoir fait leur travail à eux. Sur leur ego, sur leur traumatisme, sur tout en fait, et du coup ils nous l'ont passé à nous et c'est nous qui exprimons le mal-être de nos ancêtres en fait, de nos parents et des arrière-grands-parents et les parents, nos parents ils ont bien sûr ils nous ont éduqués de la manière qu'ils ont pu, avec comme ils ont fait, ils ont inconsciemment préféré dénier leur souffrance et pas travailler dessus et du coup bah, nous on les a prises et on les a donc exprimés à notre manière et avec des névroses mentales, c'est clair, quoi, des troubles mentaux, des névroses mentales. Mais maintenant que j'ai découvert l'autisme Asperger, je suis persuadée que mon cousin, il n'est pas du tout schizophrène. Un schizophrène, il n'est pas capable d'écrire 3 livres, il n'est pas capable d'être thésard en musique et il n'est pas capable de rentrer à l'opéra de musique d'opéra de Paris. Donc il faut arrêter de me la faire. Je lui ai dit, lui maintenant il a 50 ans, donc aller remettre un diagnostic en cause comme ça à l'âge de 50 ans, et puis c'est surtout affronter la famille, et puis d'un seul coup, en fait... il y a plein de gens qui préfèrent être schizophrène au niveau du terme que d'être autiste en fait, parce que comme autiste c'est mal connu, limite schizophrène, de toute façon tout le monde est habitué à schizoïde, schizophrène, il y a beaucoup de gens qui le sont, c'est un terme qui revient, qui est connu, donc du coup c'est plus facile de rester comme ça, plutôt que d'aller finalement de se rendre compte que non en fait j'ai été diagnostiquée schizophrène, schizoïde, alors qu'en fait c'était une souche, j'ai développé un trouble mental parce que j'étais en fait autiste Asperger et que j'avais une intelligence, un haut potentiel, clairement mon cousin c'est pareil, il est haut potentiel intellectuel ou haut potentiel émotionnel, je pense qu'il est au potentiel intellectuel parce que c'était vraiment une tête aussi très 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 intelligent. Donc du coup on développe des troubles mentaux parce qu'on a une intelligence qui n'est pas du tout canalisée et parce que notre famille elle est malade en fait et qu'elle ne se soigne pas et que du coup nous on est là et on est venu sur cette terre pour soigner tout ça. Donc avec de la chance j'ai pas pris le chemin de mon cousin à me laisser influencer par la famille et à me soigner de la manière dont eux ils auraient voulu que je me soigne avec leurs cachets, leurs injections et tous les trucs, et j'ai pris mon propre chemin. Donc du coup niveau familial, entre l'inceste avec mon frère, le fait qu'il a essayé de me tuer, mon frère je l'aimerais toute ma vie, j'avais même je pense du coup j'ai oublié de le dire hier dans l'inceste, là je pense que j'ai développé un peu un syndrome de Stockholm avec lui parce que j'aimais mon frère un peu anormalement quoi. Je me souviens que j'étais même amoureuse de lui à un moment, donc je me dis c'est peut-être j'ai eu quand le flash m'est revenu, j'ai pas fait le rapprochement tout ça parce que du coup on a des souvenirs qui reviennent et tout ça et après on analyse plusieurs trucs, ça prend du temps, c'est pas le souvenir revient et ça y est ça veut dire que j'avais le syndrome d'imposteur, non ça c'est, je vous avouer même que c'est me venu hier après que j'ai fait la vidéo et j'ai dit mais en fait j'ai pas parlé de que j'avais même un peu des sentiments d'amour. Comme je trouvais tellement beau mon frère, j'étais amoureuse de lui quoi. Je me souviens, je trouvais qu'il ressemblait à M&A avec ses petites rastas comme ça. Enfin, j'étais amoureuse de mon frère et c'est pas normal d'être amoureuse de son frère quoi. Enfin, je sais pas, mais après il était super beau quand il était jeune, mais je pense pas que c'est normal d'être amoureuse de son frère. Donc je pense que ça vient du fait que du coup j'ai subi un truc pas clair avec lui, un peu incestueux et à plusieurs reprises des trucs pas vraiment nets. Et du coup je pense que j'ai développé ce syndrome de Stockholm avec lui et que j'étais amoureuse de lui anormalement en fait. Et donc voilà, et donc du coup entre ça et entre la famille qui vas-y, il faut que tu prennes tes médicaments, il faut que tu te mettes tes médicaments, donc en fait grâce à tout ça, je me suis éloignée géographiquement et grâce à tout ça, j'ai voyagé et grâce à tout ça, je me suis soignée parce que en fait, si j'avais suivi le schéma familial, j'aurais pris des médicaments et je ne me serais pas soignée en fait. Donc grâce à toute cette
souffrance familiale, parce que du coup ça fait souffrir quand on est en conflit avec les oncles, les tantes, les cousins, et qu'on sent que on est rejeté ou qu'il y a quelque chose on a l'impression que c'est notre personnalité quoi, qui fait que ça va pas, même si on se voit à Noël et qu'on fait semblant, je sentais bien... je sais pas comment le dire, après ma mère elle me dit toujours c'est dans ma tête, mais je suis hyper sensible et je peux sentir qu'ils se forcent quoi, à faire style que oui, mais que je sens bien dans leur fond de cœur qu'il y a un peu de la jalousie derrière tout ça quoi, et que puis ça plus prendre les médicaments, donc voilà, donc en fait toute cette souffrance, de cette frustration familiale, ça plus mes parents qui m'ont jamais vraiment donc dans toute mon évolution, je suis quand même passée de la rue droguée, anorexique et à me shooter quoi, à être vraiment une épave. C'est pas pour me vanter comme ça, mais de mon évolution, j'ai fini. Maintenant, je viens d'écrire le livre. Je parle 6 langues. J'ai appris l'italien en 4 jours. J'ai appris le portugais en 2 semaines. Je parle l'anglais couramment, l'espagnol. Je parle un peu d'arabe et le portugais. Donc bon. Et puis je suis devenue productrice de musique. J'ai développé pas que le piano. Ma mère avait fait du piano, mais j'ai appris la guitare par moi-même. J'ai appris à chanter par moi-même. J'ai appris plein d'instruments par moi-même. Enfin, je veux dire, j'ai développé vachement mon intelligence par rapport à la fille d'avant que j'étais qui se droguait et tout ça. Et du coup, mes parents, ils auraient dû déjà me dire, quand ils ont commencé à écouter les premières musiques que j'ai fait avec la production de musique, mais ils auraient dû me dire, mais c'est quoi le délire? Mais qu'est-ce qui t'arrive quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi? Ils n'ont pas cherché à comprendre l'évolution. Et non, en fait, ils ont préféré ignorer complètement mon évolution et même me décrédibiliser avec tout ce que je disais, à faire comme s'ils m'entendent pas, ils écoutent pas, ils prennent pas en sérieux ce que je dis. Enfin, quand je leur dis qu'il faut changer l'alimentation, il faut plus manger de viande, tout ça. Enfin, du coup, petit à petit, ils se laissent quand même influencer. Mais je veux dire, tout ce que je dis, c'est comme si je parlais à des murs, quoi. Et que j'ai pas de crédibilité. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant et ça m'a fait beaucoup souffrir. Et maintenant, c'est bien parce que je me dis, en fait, grâce à toute cette souffrance, j'ai travaillé sur mon ego qui est dans le chemin spirituel parce que clairement, l'ego, c'est celui qui fait souffrir. Et si on ne travaille pas dessus, on ne peut pas vivre une vie pleinement heureuse quand on est tout le temps dans la souffrance, parce qu'il y a toujours des gens qui titillent nos boutons, et on se sent vexé, on se sent rabaissé, on se sent ceci, cela, on se sent humilié, on se sent... Donc les gens sont là pour nous pousser nos boutons, et on part au quart de tout, on ne veut pas écouter, on ne se soigne pas de cette souffrance, et que c'est clair et net que quand on fait l'effort, l'effort et le travail de se quitter de cet ego qui fait souffrir. Donc moi, c'était par le biais de la musique et de ça, de ne pas me sentir soutenue par ma famille. J'ai un cousin qui est maire, grâce à lui, j'aurais pu jouer dans tous les festivals, il aurait pu me faire jouer dans sa ville et tout ça, et il m'a pas du tout aidé, enfin c'était horrible, il m'a demandé mon dossier de candidature, et puis il m'a jamais répondu, enfin c'est le fils du frère de ma mère qui vient tous les dimanches à la maison, et là, il y a pas longtemps, enfin, là, j'ai renié tout le monde. J'ai dit je veux plus voir personne et voilà, comme ça au moins c'est réglé. Et grâce à eux, moi je leur pardonne de tout parce que je leur envoie ma compassion, ma lumière, mon amour, je les aime comme ils sont, mais je veux pas les avoir dans ma vie, faire semblant d'hypocrisie quand je sais que j'ai un cousin mère qui pourrait m'aider et qui ne le fait pas, et voilà, et qui préfère m'avoir dans la rue droguée, alors que voilà, donc non, c'est pas des gens qui m'aiment pour moi ça, mais c'est normal, s'ils s'aiment pas eux-mêmes, ils peuvent pas m'aimer moi, donc du coup, moi je vais vers des gens de lumière, des maîtres spirituels, des gens qui sont dans l'élévation, et que l'amour resplendit de eux, pas dans ceux qui sont jaloux de la réussite des autres et de leur évolution et tout ça. Donc voilà, donc de toute cette souffrance et de toute cette frustration, grâce à ça, en fait, c'est vraiment ça qui a été l'impulse pour moi de reprendre ma vie en main et de me dire c'est pas le modèle que je veux choisir, et je vais choisir mon propre modèle et je vais travailler là-dessus, et voilà, et les résultats sont là parce que du coup, j'ai pas fait ça tout seul, donc je referai des vidéos sur tout ce qui m'a aidé, les maîtres spirituels qui m'ont permis cette évolution, mais de cette souffrance familiale, derrière tout ça il y a une grande force en fait. Et ça, on l'a tous, la frustration familiale, les histoires, les secrets de famille, les trucs, les machins, des trucs, je dis-le pas, sa mère, elle m'a dit ça, faut pas que tu le dises, et puis en fait, tu te rends compte que finalement, l'autre le savait, et toi, t'as porté ce secret-là toute ta vie, enfin, des trucs, moi, dans ma famille, que ma mère me disait, dis pas ça, et puis en fait, je me suis rendu compte que finalement, j'ai balancé les trucs, un jour, j'ai pété un câble, et puis en fait, ils m'ont dit, mais attends, on le savait ça, et en fait, ma mère, elle me disait, dis-le pas, alors que les autres, ils étaient au courant, enfin bref. Et donc, du coup, moi, je portais en moi
ces secrets comme ça, il n'y en avait pas 50 des secrets, mais bon, c'était suffisant pour perturber l'évolution d'une petite fille qui, en plus, moi je suis dans mon monde bisounours, je veux une famille unie, enfin ensemble et tout, solidaire. C'est pas du tout mon cas, on a complètement disloqué la famille là, et c'est voilà. Donc je suis vraiment toute seule, il me reste mes parents, mais voilà, mes parents, bah, il y a un manque de communication, enfin je leur parle tout ça, mais je prends des distances avec eux parce que c'est pareil, comme ils ne s'adaptent pas du tout à mon autisme, que d'ailleurs quand je leur ai dit que j'étais autiste, ils m'ont regardé avec des yeux et je leur ai dit de toute façon bipolaire, schizophrène, autiste, hein, quel que soit le truc. On a bien vu qu'il y avait un comportement qui n'était pas tout à fait normal, entre guillemets, donc bon. Et j'ai fait plein de crises à ce moment-là et tout, et puis voilà. Puis eux, ils n'ont pas cherché forcément à s'adapter, à que je fasse pas de crise, et j'ai vraiment failli finir encore en burn-out là, en cet été là, quand j'ai découvert que j'étais autiste, autiste Asperger, ça a été vraiment le boom de ma vie. Et du coup voilà, j'ai pris de la distance avec mes parents parce que bah, je dois travailler sur moi, je suis pas encore assez forte pour être complètement en leur présence quand eux ne font pas les efforts du tout pour s'adapter à moi. Et bah, il y a un moment, leur façon d'être est toxique pour moi en fait, au niveau de que bah, ils sont pas dans la brillance de surélever les gens, dire t'es belle, ou des waouh, des trucs comme ça. Moi je suis toujours waouh, t'es belle, machin et tout. J'adore pushing up les gens, quoi, les élever, quoi. Et du coup, moi, chez moi, j'ai plutôt l'impression que non, on se fait rabaisser, donc c'est inconscient, ils s'en rendent pas compte. Et bon, enfin, ma mère fait des efforts un petit peu, mon père aussi va me dire ah, c'était bien la musique, j'ai pas entendu, mais enfin bon, je veux dire, genre, ça fait 4 ans que j'ai mis des albums sur YouTube, enfin c'est à peine si, enfin plus que 4 ans maintenant, c'est à peine s'ils viennent pas de s'abonner à la chaîne, enfin voilà, j'ai pas du tout de soutien de ma famille, vraiment toute seule dans tout ça, et du coup ça m'a vraiment écœurée, mais ça m'a fait très bien travailler sur mon ego, et franchement maintenant pour qu'on me fasse souffrir en me piquant les boutons de l'ego, bah, c'est grâce à ma famille que j'ai pu faire ce travail-là, parce que vraiment je souffrais beaucoup avec tout ça, et là, ça y est, c'est passé. Donc voilà, bah, je ferai des prochaines vidéos sur d'autres thèmes. Je pense que là, niveau viol, inceste et trucs familial, un peu tout ce qui est toxicité, tout ça, je pense que je clôture l'épisode éducation, famille, et je pourrais partir du coup maintenant sur les prochaines vidéos sur les choses à faire pour évoluer quoi, dans notre chemin spirituel et notre bonheur. Voilà, voilà, bah, j'espère que cette vidéo-là vous a plu, et je vous dis bah, à très vite, à demain. Je pense que je referai une vidéo. Allez, prenez soin de vous, salut, salut!